Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Cinéwatch. Je rappelle donc on est en direct sur Cinéwatch et vous pouvez commenter sur #Cinéwatch. Sur les box on y est et puis après ce sera en replay un peu plus tard. Je suis avec des invités ce soir, Alan Blanc-Villain de la Photo Court, toi t'es déjà venu. Ah bah j'ai l'impression d'être toujours là d'ailleurs. T'as l'impression d'être toujours... C'est vrai que t'es quand même venu cette saison plusieurs fois, mais par contre pas Michael, Michael Litt de Ciné-Série. Absolument, Ouais. première fois. Ça va, c'est pas trop intimidant les lumières? Non, du tout, je suis très content d'être là, au contraire. Okay. Bon, on va pouvoir se lancer sur les news de la semaine comme on le fait à chaque fois, puisque cette semaine, il y a eu pas mal de bandes annonces qui sont tombées, et on va commencer avec une bande annonce d'une finesse inégalée, qui s'appelle Mortal Engines, de Christian Rivers. Qui est Christian Rivers? Un responsable des effets spéciaux sur King Kong et superviseur sur Le Seigneur des Anneaux. Donc un gros nom, mais il n'est pas tout seul. Il y a, comme de par hasard, Peter Jackson qui est là, qui est producteur, scénariste avec sa femme Frances Walsh, et qui chapeaute cette grosse production adaptée d'un tome, donc de 4 tomes. C'est le premier qui est adapté d'une série pour teenagers, un peu à succès, avec dedans Eram Ilmar, qu'on connaît tous, bien sûr dans la série Da Vinci Demon, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Stéphane Lang. On va faire comme d'hab, on va regarder la bande-annonce du film pour vous donner une idée, pour que nous on se donne une idée tous ensemble, et puis après on en parle parce que voilà, il y a des choses à dire déjà. What is that? That is London. 60 minutes is all it took to bring humanity to the very brink of extinction. Mankind mobilized. A new age arose. The age of the great predator cities. Survival of the fastest. Hey! Watch out! Valentine. This is for my mother. Stop her! Tom! Ask him why he murdered my mother. I'm sorry you had to head out. As to Shaw, she won't stop until I'm dead. Unless you kill her first. I want them found! I've been looking for you for a long time. Your mother, she said she had found something dangerous. She was afraid of Valentine, of what he might do. The man who controls this, controls the world. She said that you could stop him. This weapon can wipe out the largest city in the blink of an eye. Not if we shut it down. Nothing can stand in the face of this. We have to stop London before it destroys us. You sure you want to do this? Once we go in, there's no going back. I have to. Moi j'avais lu quelque chose, c'est qu'il voulait s'éloigner du côté steampunk de l'original, donc ce fameux côté rétro-futuriste qui est toujours propre au roman de steampunk, alors que c'était inhérent à l'œuvre d'origine, et du coup on peut se poser la question, mais il lui reste quoi à ce projet? Ça vous tente, vous? Pas beaucoup plus que ça, mais ouais. Bon, pourquoi pas, c'est vraiment, j'ai rien à faire. Bon, le fait qu'il y ait quand même, personnellement, le nom de Peter Jackson sur l'affiche, bon, voilà, il y a peut-être ça, ouais, c'est ça, il y a peut-être ça qui me donne envie. C'est à peu près tout. Après, pour le reste... Bah, c'est vrai que c'était vendu là-dessus, en plus.
Ça a été vendu là-dessus. oui. On avait un premier teaser assez mystérieux. J'avais même zappé que c'était pas lui qui le réalisait tellement. Non, j'adore parce qu'en plus c'est marqué par le réalisateur, bah oui, ou par les créateurs du. Et c'est-à-dire que l'autre derrière il doit se dire mais merde, j'existe. Ah non, son nom n'existera pas dans le. Mais effectivement il y a ce truc, moi ça me rappelle un peu à la croisée des mondes, ce truc où on est, alors pour un public peut-être plus adolescent, où on est dans une œuvre visuellement très belle, mais qui raconte rien d'intéressant, avec des mêmes méchants génériques. Bah, c'est que, alors déjà d'une, effectivement, je pensais le teen movie mort et je ne le regrettais pas. Pourquoi tu reviens, teen movie? Reste mort. Et si tu ne vois pas que ça ne marche pas en dehors de Twilight, c'est ça. Il y a le Harry labyrinthe. Potter. Et encore, Le là, c'est pas labyrinthe. exactement du teen movie, mais non, mais effectivement, le visuel, entre guillemets, pourrait m'intéresser, mais autant la première bande-annonce et les premiers échos me tentaient vraiment. Il y avait un esprit un peu à la Mad Max avec des cités volantes, tout ça. Autant là, je vois cette bande-annonce qui déjà raconte tout le film. Enfin, honnêtement. Je suis pas d'accord. Et Moi, puis- j'étais étonné de voir que c'était des jeunes résistants dans ce truc. Je m'attendais pas à ça. Ça raconte tout le film et ça, voilà, ça n'a aucune surprise. Tous les éléments, tu les as déjà vus 10 000 fois. Donc, mec, qui que tu sois, sosie de Peter Jackson qui ne sera pas Peter Jackson, soigne ton visuel parce que le reste, tu vas galérer. Mais en plus, c'est drôle parce que j'ai l'impression que chaque studio a un peu son mammouth qui va se planter ou se cracher au box-office, qui a coûté cher. On sent que c'est des effets spéciaux à foison. Je sais pas si ça va être le cas avec celui-là, mais on peut se poser la question parce que Disney ont eu. Je vais pas mettre Solo dedans, mais Disney, hein. ils en ont toujours un par an. Un raccourci dans le temps. Un raccourci dans le temps. Un Il a film fait le visuellement gros bide. tape à l'œil, très mauvais, et qui s'est planté. Et puis précisément celui-ci, moi j'ai pas l'impression en regardant les réseaux sociaux que ça avait déclenché Ah non, mais de l'enthousiasme. ça avait déclenché comment on appelle ça, une interrogation et une certaine curiosité lors de la première bande-annonce, effectivement, les noms de Peter Jackson, etc. Mais là, cette deuxième bande-annonce, non, je suis désolé. Enfin, c'est du teen movie que t'avais vu 10 000 fois juste avec un visuel un peu steampunk. Bon, bah voilà. Ça donne pas très envie, ça sort quand même malgré tout le 12 décembre si vous avez envie de le voir. Voilà, nous ça nous a pas vraiment fait décoller. A Star is Born, deuxième film qu'on a sélectionné cette semaine, qui est de Bradley Cooper, avec Bradley Cooper, Lady Gaga. Scénarisé par Bradley Cooper. Lady Gaga, scénarisé par Produit par... mise en lumière par avec Lady Gaga qui était déjà actrice, c'est pas son premier rôle. Ça sort le 3 octobre 2018 et c'est un remake du film classique Une étoile est née 1937. C'est la 4e adaptation de l'histoire. On va pouvoir regarder la bande-annonce pour se donner une petite idée de cette histoire musicale Conte de Tri. Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to let the old ways down. Takes a lot to change, man. Hell, it takes a lot to try. You know, man, in the old days, I always knew, like, you were gonna do something, that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you. Can I ask you a personal question? Okay. Tell me something, girl. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. Hey, What? I just want to take another look at you. In all the good times, I find myself longing for change. Here's what we're gonna do. You come sing that song that I love. No, I can't do that. Here we go. Jack, please, it's not funny. Jack. Look at me. All you gotta do is trust me. That's all you gotta do. We're far from the shallow now. Moi je me suis déjà acheté la BO, je suis fan.
J'adore. Bon, de manière générale, déjà, est-ce que ça vous donne envie d'aller voir ce film Crazy Heart 2 Crazy Heart 2. Crazy Heart 2. Ce film Crazy Heart 2, mais avec une romance à l'intérieur. Sûr. Parce qu'il était très seul, hein, Jeff Bridges dans le Crazy Heart. Ah non, il y avait une histoire d'amour. Pour te dire si ce film a marqué. Et puis avec Colin Farrell. Ah, Colin Farrell. Ah, il avait la classe en rocker. Ouais, c'est vrai, ouais, il avait une bonne prestance. On n'y croyait pas au départ, et puis en fait, si. Alors, il chante bien. Bah ouais. Ça vous donne envie? Ouais, pourquoi pas. Moi, les films où on explore les univers musicaux, moi, je suis assez client de ça. Donc, c'est le genre de choses qui pourraient m'intéresser. Et puis voilà, voir Lady Gaga sans tout son maquillage, sans son masque. Ouais, Lady Gaga, on y croit pas Lady Gaga qui est une chanteuse, on peut un peu y croire quand même. Je pense dans le truc. Ça pourrait être pas mal. En route peut-être vers l'Oscar, Lady Gaga, on sait pas. Oh, pourquoi pas après tout. On va attendre un peu. Oui, mais bon, je pense que c'est. Est-ce qu'on pourrait même pas imaginer totalement une reconversion pure et simple? C'est que mine de rien, elle a tendance ces derniers temps à s'éloigner un peu de la scène par rapport à ses problèmes de santé, etc. Mais bon, elle tournait American Horror Story, elle a tourné celui-là. Pourquoi pas carrément la voir même bientôt plus actrice que chanteuse dans le futur. Si ce film en tout cas lui apporte la reconnaissance, il y a moyen. Moi je pense que c'est pas impossible, sachant qu'elle a été maligne parce qu'elle était déjà dans des séries et dans des films dont on se souvient pas vraiment. Elle a eu l'intelligence de pas commencer sur un premier rôle direct. Voilà. En fait ça me fait penser, si tu veux, enfin pour passer vite fait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais à Will Smith, tu commences avec une série, tu vois, bon lui il a eu le premier rôle de sa série, mais tu commences dans une série, tu enchaînes ensuite les rôles et puis après t'oublies que t'es... Et puis t'es une artiste très pop. Ouais. Très identifié par le public. C'est ça. Alors je dis coucou à Daniel, désolé c'est un peu une private joke j'ai l'impression qu'il nous fait, mais dur la destinée dans Cinéwatch, tous les présentateurs deviennent barbus. Bah on essaye de faire croire qu'on a du sérieux et tout ça quoi, tu vois, c'est comme ça que ça marche. J'avais une dernière bande-annonce à montrer, c'est vrai que l'heure tourne, on va peut-être pouvoir la mettre en fond. C'est un film très attendu des publics geeks qui s'appelle Spider-Man New Generation, Spider-Man Spider-Verse. Si on peut mettre la bande-annonce pour que vous ayez des images, ça serait super. Et vous allez voir, en fait c'est surprenant ce film parce que ça fait déjà quelques temps qu'on en parle sur le net. Voilà, on a les images qui s'affichent. Merci beaucoup Benjamin. De Bob Percetti et Peter Ramsey, c'est les réalisateurs de 5 légendes. Et de Sausage Party. Non, pardon, excuse-moi, là je confonds totalement. Non. J'ai rien dit, oublie-moi. Et c'est écrit par Phil Lord, qui fait partie du duo un peu génial de 21 Jump Street et de la grande aventure Lego. J'adore les traits, j'adore le style pâte à modeler. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air en plus d'être beaucoup plus proche des comics que ça n'a jamais été. Tout simplement, moi, ça va être le plus gros risque parmi les films de super-héros, surtout chez Sony, c'est-à-dire que ce soit graphiquement, que ce soit même dans l'histoire, parce que là, ils intègrent totalement le multiverse dès le début. Ouais. C'est tout le film en fait est une expérience, c'est une grosse prise de risque. Donc ça peut passer, ça peut casser, mais en tout cas je salue totalement cette initiative, de sortir totalement du cadre des films de super-héros qu'on connaît maintenant et qui est quand même assez aseptisé maintenant. Là de se dire bah écoutez, on n'a rien à perdre, film d'animation en plus avec un graphique assez original, multiverse, plusieurs Spider-Man, c'est totalement allons-y quoi, j'ai envie de dire. Ça peut ne pas passer parce qu'on n'en sait rien, hein, mais en tout cas rien que pour la prise de risque, ça sera salué quoi qu'il arrive. Enfin... Et Michael, pareil, toi je te vois réagir. Non, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est bien qu'il y ait des prises de risque, parce qu'effectivement, si on est toujours un peu dans la même chose, puis ce clin d'œil, ce clin d'œil. Comme tu disais, c'est du comics. Donc voilà, être dans un univers plus proche du comics, l'animation, c'est bonne chose. Bah je trouve que voilà, c'est assez excitant et en plus de ça, avec Phil Lord derrière au scénario, je me dis qu'on peut avoir un film vraiment fait par des geeks, des mecs qui aiment ça, et on va pas avoir un côté fait par des studios exécutifs à cravate qui vont nous faire des films dénués de... Voilà, bon. J'en avais un deuxième à vous montrer, pareil, on va peut-être faire le même système, et là on rejoint Phil Lord, puisque c'est la grande aventure Lego 2, qui est écrit par Phil Lord et Chris Miller, décidément ces gars-là sont derrière tout. Il y a l'affiche que vous voyez là. Sauf Solo. Ils sont bien fait de partir. Hein. Donc, je rappelle quand même, petite chose, A Star is Born sort le 3 octobre. Spider-Man New Generation va sortir en décembre. Je crois que c'est le 20. Et il y a la grande aventure Lego 2 qui va sortir le 20 février 2019. Donc là, on recule encore plus. Vous avez les images qui s'affichent derrière vous. Et je vous invite à regarder la bande-annonce en VOST parce qu'il y a un doublage formidable.
Ça vous tente ça aussi, La Grande Aventure Lego? Vous aviez aimé le premier? Moi, honnêtement, c'est pas le genre de film que je vois. J'ai pas vu le premier. D'accord. On peut conseiller, je pense. Mais je peux, au vu de ce que je vois, ouais, je peux aller jeter un œil. Ouais, je peux aller voir. Ça te tenterait plutôt. Tu serais peut-être surpris, effectivement, parce qu'on s'attendait tellement tous à un film de publicité horrible. Moi, je l'attends pour deux choses. Alors, en même temps, je l'attends, et puis en même temps, j'ai une crainte. C'est-à-dire, je l'attends parce que la Grande Aventure était géniale, parce qu'il y avait un message derrière, au-delà de l'humour, au-delà des références. Ce qu'elle n'avait pas, par exemple, la suite Batman et Ninjago, totalement. Là, ce qui me fait peur, c'est qu'en tout cas, dans cette bande-annonce, on voit l'humour Phil Lord et Chris Miller. Par contre, j'ai peur qu'il n'y ait plus ce double message. Je vois ce que tu veux dire. La Grande Aventure avait quand même beaucoup de messages justement sous-jacents. Après, c'est qu'une bande-annonce, je vais pas juger, mais j'ai peur qu'il y ait là, pour le coup, il n'y ait vraiment plus que de l'humour qui va forcément marcher, mais ça va enlever une grande partie, je pense, de ce qui faisait La Grande Aventure Lego. C'est le grand risque, effectivement, quand des gars aussi, je pense, créatifs, oui, c'est ça, que Phil Lord et Chris Miller ne sont plus à la réalisation, puisque là, c'est Mike Mitchell qui a fait les Trolls, Alvin et les Chipmunks 3, Shrek 4. Après, les Trolls avaient de très bonnes idées, donc moi, ça me... C'est vrai, mais c'est peut-être un peu moins de personnalité. Il a toujours le problème d'avoir une dissension entre des scénaristes qui sont très créatifs et un cinéaste qui est peut-être un bon faiseur. Il y a toujours... Moi, c'est au-delà de ça, c'est que c'est une suite. Et on l'a vu récemment avec Deadpool 2, quand c'est une suite, que le 1 a marché. On sent que les producteurs ont beaucoup plus la main mise que sur le 1, parce que là, il y a le business qui rentre, alors que dans le 1, finalement, il risque rien. Mais cela étant dit, je vais le comparer très rapidement, puis après on va passer au box-office, à une autre bande-annonce qui est tombée en même temps, qui m'a hérissé les poils, parce que je suis le seul, mais ça m'a terrifié, c'est Les Mondes de Ralph 2, que j'ai trouvé hideuse, pour la simple et bonne raison que Disney se font de l'autoréférence de manière agressive avec en fait ce qui est de la publicité masquée, là où celui-ci fait dans l'autoréférence, mais sur des références qui sont pas à lui, et en plus qui sont, je trouve, nettement mieux amenées, quoi. Ça m'a l'air beaucoup plus drôle. Bon, en tout cas, faites-vous votre propre avis, allez voir les bandes annonces, et puis n'oubliez pas que les films vont sortir bientôt, puis on finira par en reparler. On va peut-être passer au box-office de la semaine, avec un film que tu adores, Alan, qui est en première position, mais qui ne marche pas. Comme beaucoup de gens l'ont remarqué, il est pas bien, c'est Solo, qui atteint très difficilement les 898 000 entrées, même pas le million. Un bid aussi au box-office US. Faut le dire, un échec. Bon, on n'a pas le temps d'en débattre, mais bon, on est d'accord, ça vous étonne pas? Du tout. Michael, peut-être? Non, vraiment pas du tout. Les derniers que j'ai vus, je suis vraiment allé presque par obligation, mais j'avais pas du tout aimé. Moi j'étais bien fan des tout premiers. Oui. Vraiment des Star Wars d'origine. C'est ça. 4, 5, 6. Par la suite, j'ai tout le temps été déçu. Et les derniers... moi, maintenant, j'ai presque envie de dire, j'y vais plus. Là, peut-être que j'irai si j'ai du temps à perdre. Mais vraiment que si j'ai du temps à perdre. Non, mais t'es pas obligé. Non, mais moi, au-delà de parler de l'acquisition du film, c'est vraiment pour le côté box-office. Ce qui me rassure, c'est qu'on dit souvent, par rapport au film, il y a un divorce critique-public, parce que les critiques dégomment souvent un film que le public va voir. Et là, non. Là, non, le public, de plus en plus, ne va pas voir non plus. Enfin, a un ras-le-bol des blockbusters, ça se voit. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un désintérêt pour ce projet, puisque la racine même, c'est des choses que les gens ont pas envie de voir. Récemment, après le dernier Star Wars. Il y a du gâchis dans ces suites, quoi. Parce que il y a matière à faire des choses plus riches, plus profondes, et à chaque fois, c'est du gâchis, quoi. Ouais, c'est pas forcément... On n'a pas besoin forcément. Faut que tu... de toute façon, parce que c'était quelqu'un qui l'avait dit aux États-Unis quand ils ont eu l'avant-première, qui l'avait très bien dit, c'est que Solo répondait à toutes les questions que tu ne te posais pas. C'est-à-dire que tu t'en fiches, en fait. Si, la partie de poker entre Lando, moi j'ai toujours eu envie de savoir. Non, parce qu'en fait, pour moi, ça faisait partie... C'est une ironie. Oui, d'accord. Évidemment qu'on n'a pas envie de savoir la partie de poker. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Et puis en plus, c'est le premier, pour moi, c'est le plus gros problème dessus, mais je pense que le public l'a bien vu. C'est le premier film Star Wars, en tout cas de la nouvelle, depuis Disney l'a récupéré, qui n'a pas d'histoire. Ce n'est que des références. C'est-à-dire que le seul principe de Solo, c'est de te montrer, en fait, comment il a eu le faucon, comment il a eu machin, comment il a eu le truc. C'est le seul qui n'a aucun fil rouge. On est d'accord. Et je pense que ça se voit et que le public le voit. Enfin, je pense que le public a senti. Ce film est 100% marketing. Qui marche bien, moins bien que le premier, il faut le dire, c'est Deadpool 2, plus de 2 millions d'entrées. Alors je vais pas lancer Alan dessus parce que je sais qu'on va finir sinon de débattre de ces films-là. Le premier volet, je rappelle, avait terminé à 3,7 millions, et là, il freine déjà, donc il y a peu de chances qu'il atteigne, on va dire, du pied celui-ci. Le troisième, c'est une entrée, c'est un nouveau film, ça c'est plaisant. C'est Monquette avec 139 000 entrées, qui est un démarrage modeste.
faut bien préciser, tous les films qui sont arrivés cette semaine n'ont pas marché. Ou moyennement marché, ou voilà, il n'y a pas de carton 1. Demi-sœur, 105 000 entrées, pardon, qui lui est 4e, donc une autre comédie française effectivement qui sort dans le même temps. 6e, l'extraordinaire voyage du fakir, 80 000 spectateurs, qui n'a pas emballé a priori malgré un budget assez mouse. Et Je vais mieux, 69 000 entrées, et Opération Beyrouth, 58 000 entrées, donc pas de succès. Voilà, j'ai pas parlé d'Avengers, parce que on sait tous très bien qu'on a déjà parlé en long en large d'Avengers, mais il est à 2 doigts d'arriver le premier à dépasser 5 millions d'entrées au box-office, ça serait une première pour la MCU. Puis, du coup, en international, je crois qu'il a dépassé les 2 millions. Il en est à 2 milliards, oui, je crois qu'il est pas très loin. Bon, je trouve que c'est plus mérité, mais on se lance pas là-dessus parce que on a quand même des films cette semaine. Mais juste pour le Barbon Proxy, c'est tout simplement parce que c'est pas non plus aussi une question de timing, c'est que là on est début juin, il y a le bac pour certains, il y a en ce moment c'est plein de périodes de partiels. Enfin, je pense que honnêtement, et surtout que c'est comme des films qui globalement touchent les jeunes, je pense que c'est aussi une question de timing. Hein. Honnêtement, au-delà de la qualité des films. Oui, c'est-à-dire qu'il y a personne qui a envie de se déplacer dans la salle. Ouais, là en ce moment, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment une question il n'y a pas de personne qui se déplace. Quoi. Cette semaine, peut-être que les gens se déplaceront, on sait pas, on va voir. Avec le premier film de la semaine qui s'appelle Champion de Javier Fesser. Alan, toi tu l'as vu, donc je rappelle les grandes lignes, mais tu vas en parler mieux que moi. Film espagnol, donc, et qui est fait par celui qui est écrivain et réalisateur de films espagnols, dont Agent Super Zero, c'est un film d'animation de 2016 que tout le monde a vu. Et dans le film, c'est Javier Gutiérrez qui tient le rôle principal, qui en a pu voir dans La Minima, dans L'Aigle Rouge pour les fans de cinéma espagnol, dans Assassin's Creed pour les fans de mauvais cinéma, et il y a un pitch derrière tout ça dont on va parler après. On a une bande-annonce pour vous montrer quand même que vous ayez une idée. Voilà, vous allez voir un sujet assez casse-gueule. Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido, daños a un vehículo policial. El acusado se enfrenta a una pena de prisión no inferior a los 18 meses. Pena que podrá ser conmutada por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. ¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro! Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. A ver cómo os movéis. Perdón. Me seguís a mí, en línea recta y sin desviaros. Siguiendo la línea. Cogemos aire por la nariz profundo, llenando los pulmones, y echamos ese aire despacito por la boca. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bon bah c'est assez efficace ma foi ces teasers. Est-ce que le film lui vaut le coup? Je précise que les gens qui jouent dedans donc qui sont je dis pas de bêtises, le bon terme c'est pas handicapés mentaux, de véritables handicapés mentaux. C'est-à-dire que c'est pas des acteurs en train de jouer. Il a fait appel à des jeunes inexpérimentés. Tout à fait. Et qu'est-ce que vaut ce film alors? Alors, moi j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que, alors effectivement, ça s'inspire un petit peu. En fait, le réalisateur est parti de cette fameuse affaire aux Jeux paralympiques de 2004, il me semble, où en fait l'équipe espagnole de basket avait gagné la médaille d'or, sauf que à part 2-3, ce n'étaient pas des handicapés mentaux. Ah oui, c'était une fausse. Voilà, c'était une fausse équipe, voilà, une supercherie. Donc lui, il est parti de ça pour partir sur cette idée de l'entraîneur obligé d'entraîner une équipe du coup amateur d'handicapés mentaux. Et il y a un côté extrêmement... Alors, honnêtement, on a les clichés du genre, c'est-à-dire qu'on sait très bien où le film va nous emmener, on sait très bien qu'il y a des passages obligés, mais on s'en fiche. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est pas le but de surprendre, le but, c'est surtout de nous faire rire, au-delà de ça, parce qu'en fait, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il y a un côté très intouchable, c'est-à-dire qu'on ne rit pas contre eux, on rit avec eux. Et je trouve que c'est ce qui manque énormément dans les comédies, entre guillemets, où on se moque de quelqu'un, dont je ne sais, voilà, tous les films avec beaucoup de comédies françaises, on va dire, mais il y a ce côté-là vraiment tendre, il y a un côté très tendre avec eux, où on parle on ne cache pas la maladie, elle est là, et voilà, il y a des fois, il y a des moments durs aussi, mais honnêtement, c'est toujours fait avec une tendresse et beaucoup de bonne volonté, de générosité.
Et ouais, on a le sourire pendant tout le film et on voit les défauts, mais on s'en fiche, on fait non, on a passé un très bon moment, on a beaucoup rigolé avec eux. Et comme il dit, hein, comme l'affiche résume très bien, vous allez adorer les souvenirs, c'est exactement ça. Vous allez adorer les supporter, oui. Les Ça, supporter, voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est exactement, c'est ce qu'on ressent pendant tout le film. Bah, Daniel, tu vois, a senti ça dans la bande-annonce parce qu'il nous dit rien que la bande-annonce donne la pêche. Et c'est ça. Et c'est vrai que il y a ce ton, effectivement, on sent que c'est pas une moquerie bête et méchante. Est-ce qu'il y a un fil rouge, le directeur, j'imagine, à ça? Oui, bah du coup, c'est tout simplement. Parce que ça s'est caché dans la bande-annonce. Oui, bah en fait, l'entraîneur est extrêmement poussé par la gagne et du coup, lui veut les faire gagner le championnat spécialisé. Et du coup, voilà, ça se passe par l'entraînement. Lui, il a une autre histoire derrière personnelle dont on se fiche un petit peu pour le coup. Mais c'est vraiment le côté, allons-y ensemble. Et puis finalement. Sans spoil, mais par rapport au match, on s'en fiche même du résultat du match. C'est pas l'important c'est eux-mêmes, parce que même eux grandissent entre guillemets dans leur maladie à son contact. C'est-à-dire que ce sont des anti-héros mentaux, mais ils ont tous un talent particulier, on le dit très bien, ce ne sont pas des gens incapables. Et d'ailleurs, ils ont tous un métier, ils ont tous quelque chose, ils ont une vie, famille, etc. Et il y a vraiment ce côté de. En fait, simplement ils sont malades, mais c'est des gens normaux. C'est juste qu'ils ont autre chose comme toi t'as quelque chose à côté, voilà, ils ont une caractérisation. D'accord. Mais du coup, ils sont assez bien brossés malgré tout. Ah oui, non, tout à fait. Non, on s'intéresse vraiment à. Bon, il y en a plus pas certains que d'autres, mais globalement, c'est quand même une équipe. Non, c'est comme une équipe. Ils ont tous un truc et on a tous de l'affection. On a vraiment envie de les supporter, vraiment d'être dans le public, à les encourager. T'as pas applaudi dans la salle, c'était pas le. Non, quand même pas, mais ouais, on allez-y, était. Bordel. Et par rapport aux thématiques du film de sport, parce qu'effectivement, on a toujours un peu ce côté-là dans certains films de sport, indéniable, la référence absolue étant Rasta Rocket, mais c'est toujours un peu ce truc où ces gens un peu outsiders qu'on voyait pas venir. Non, en fait, là, non, parce qu'il n'y a pas d'enjeu olympique ou de compétition. Puis au-delà de ça, c'est dans une équipe, dans une catégorie où ils sont tous pareils, leurs adversaires sont aussi dans le même cas en soi, donc il n'y a pas de. Non, le but des matchs, c'est que les voir grandir, eux, en tant qu'équipe. Et c'est le respect. En fait, à chaque match, c'est le respect qui grandit plus qu'autre chose au final. Et c'est ce dont le coach peut apprendre auprès exactement, voilà, exactement. Puis le coach leur apprend aussi en fait, eux apprennent au coach que ce ne sont pas que des handicapés mentaux, mais eux apprennent aussi finalement que ce ne sont pas que des handicapés mentaux. Il y a aussi un double message comme ça. Ouais, c'est bien. Qu'au bout d'un moment, lui, il les considère aussi comme des gens normaux, voilà. Et ça, rien que dans le regard, c'est hyper touchant, c'est hyper tendre. Vraiment, non, le côté intouchable. On retrouve vraiment ce côté intouchable de t'es handicapé et alors ça donne pas mal envie. C'est vrai que le cinéma espagnol, je l'ai pas vu tellement s'aventurer sur ce terrain-là. C'est un cinéma, il se limite pas au fantastique, il y a bien d'autres choses. Mais généralement, il peut être assez féroce dans ses comédies. Et là, finalement, ça a l'air assez tendre et ça a l'air assez. Caustique mais gentil quand même quoi, et puis au-delà de l'handicap, tout simplement, ça peut même être généralisé, c'est-à-dire que ça t'apprend justement l'acceptation de l'autre, qu'il soit handicapé mental, qu'il soit d'origine différente, qu'il soit peu importe. En fait, ça t'apprend juste que l'autre dont tu as peur ou duquel tu ne veux pas t'approcher, s'il n'est pas comme toi, en fait, s'il l'est, c'est juste qu'il est. Voilà, les différences aussi font que les gens se rassemblent. Et toi, Mickaël, alors, je repasse en version French. T'as envie de le voir? Ça te donne envie? Ouais, ça me donne envie. À la vue de l'affiche, je me suis dit, c'est assez typique, tout ça. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, et avec justement différents types de bandes-annonces à chaque fois. Ce fameux côté petit teaser. Voilà, c'est ça. C'est bien, ça marche bien. Ouais. Je me suis dit, c'est. Il y a quelque chose derrière, il y a certainement un auteur, donc ça me donne assez envie. Bon, en tout cas, si ça vous donne envie ou si vous avez peut-être envie de commenter ce film parce que vous l'avez déjà vu, on est mercredi, n'hésitez pas, #CinéWatch à nous donner vos retours. On sait que Daniel, en tout cas, tu l'as convaincu déjà, la BA l'avait déjà convaincu, mais là, il est encore plus convaincu. Film suivant, on est toujours quelque part en terrain espagnol.
Parce que le réalisateur l'est, mais alors on n'est pas du tout dans la même économie de moyens. On est sur Jurassic World 2. Comment t'as bien teasé en passant d'abord par Champion. Tout le monde est dans Jurassic World. Mais c'est ça en fait. Je voulais pas mettre Jurassic World en premier parce que sinon je me suis dit tout le monde va partir alors qu'il y a des films intéressants à voir. Restez parce qu'après Jurassic World 2, il y a des films à voir. Donc de Juan Antonio Bayona. Alors Juan Antonio Bayona, je le rappelle, L'Orphelinat, The Impossible. Et Quelques minutes après minuit, qui est un film d'amour éternel, un film qu'il faut absolument voir, j'en fais la pub. Et vous l'avez vu tous les deux, Jurassic World 2, parce que c'est la suite de Jurassic World. C'est pour ça qu'on l'a vu tous les deux. Voilà, c'est pour ça que vous l'avez vu, parce que tout le monde va le voir. Qui avait fait, je rappelle, 1,671 milliard de dollars. C'était je crois que maintenant ça doit être le 6e plus gros succès de tous les temps. 1,671 millions de dollars, c'est mieux, je crois que j'ai dit une bêtise, me rappelle à l'ordre Benjamin derrière l'écran. C'est avec Chris Pratt toujours, Bryce Dallas Howard, et aussi James Cromwell qu'on n'a pas vu dans la promo, et aussi Jeff Goldblum qu'on a beaucoup trop vu dans la promo. On va peut-être regarder la bande-annonce, on en parle tout de suite, comme on fait d'habitude, c'est pas mal, comme ça on a un petit aperçu. Do you remember the first time you saw a dinosaur? Hey, Blue. You don't really believe it. It's like a miracle. Something's coming. It's a T-Rex. It's a T-Rex. Stop! It's not a T-Rex. Blue, come with me. You know you can't stay here. Jurassic World, The Island. You're all right. Easy, girl. All of that is in the past. Am I dead? Not yet, kid. I want to show you the future. What is that thing? They made it. Blue! You need to get us out of here. Yeah. Alors, on va pas se mentir, Jurassic World, le premier du nom, sauf si je tombe sur une coquille, mais c'est pas bien, c'est pas fou, c'est pas un grand film, on va dire, il est pas resté dans les mémoires. Et moi, je lis un truc quand même qui m'inquiète, il faut que vous me disiez si je dois m'inquiéter ou pas. C'est Colin Trevorrow qui dit tout fièrement, du coup, pour Jurassic World 2, j'étais avec Juan Antonio chaque jour pour lui fournir quelque chose que je n'avais pas pu avoir moi-même sur le premier film. Pourquoi ? Est-ce que l'ombre de Colin Trevorrow est là ? En fait, il a co-scénarisé déjà. Avec Connelly. Oui. Connolly. Donc c'est Drew Connelly. Donc Bayona n'a rien sur le scénar. Et de toute façon, ça pour le coup, c'est un peu une évidence, sachant qu'en plus il réalise le 3, c'est que ça restera la trilogie de Trevorrow, hein. Donc il a la main mise dessus, il a juste prêté la caméra pour un deuxième opus, ça s'arrête là, et ça se voit au scénario, ça reste une trilogie de Trevorrow. D'accord. Mickaël, pareil, tu as le même avis ? C'est quoi ton regard sur Jurassic World 2 ? Pour moi, c'est un film, ouais, on va dire c'est un blockbuster qui fait le job. Honnêtement, je m'attendais à pire, honnêtement. Bon, j'ai pas exagéré, j'ai pas adoré. J'ai trouvé que c'était, comme dit la pub, c'était potable. Potable, voilà. Ouais. Sans plus, ça t'a pas transcendé. Ouais. Je m'attendais à pire, très honnêtement. Il y a des moments où je trouvais ça intéressant, mais après, pour en avoir discuté avec Alan, moi, je sors toujours frustré de ce genre de film. Parce que je trouve que ce qui est le plus intéressant n'est jamais beaucoup traité. Et je sors souvent plus avec des regrets qu'autre chose. Ouais, il creuse pas assez, en fait. Ah, complètement. En fait, c'est le... Alors déjà... merci Bayona, merci de voilà, moi j'allais y venir, la mise en scène de Bayona, parce que c'est quand même un surdoué ce type. En fait, tout simplement, ce qu'on avait vu déjà dans Quelques minutes après minuit, il met en valeur les dinos.
Ouais, là, t'as du dino, t'as du beau dino. T'as des plans qui sont juste magnifiques. T'as deux ambiances, parce que t'as vraiment le côté, ça se annonce, t'as le côté film d'aventure d'un côté et t'as le côté un peu plus huis clos de l'autre, hein, dans la maison. Donc, non, une mise en scène est super. Avec un petit bémol, il a tendance à un peu piocher dans les idées de Spielberg dans Jurassic Park. Il y a beaucoup de plans qui. Il y a beaucoup de plans, tu dis, ouais, ça je l'ai déjà vu dans le premier film. Et c'était mieux fait en plus. Donc, non, ça c'est le petit truc gênant de ça, c'est que là, pour le coup, dans la référence, il va un peu trop évident. Après, ouais, scénaristiquement parlant, comme disait Michael, toutes les bonnes idées, il les effleure, mais pour rien. En fait, tout le film est vide. Ça ne raconte rien. Les choses qu'il pourrait raconter, en 30 secondes, il te les vire. Et il te ressort cette idée, enfin, c'est parce que ça se voit dans la bande-annonce, hein, mais ce retour du dinosaure génétique, tout ça, tu te dis, mais t'en as pas marre, tu m'as déjà fait le coup une fois, tu vas pas me le faire à chaque fois non plus, enfin, c'est fatigant. Mais quand on n'a pas d'idée, on fait revenir les trucs du passé. Non, mais c'est hyper fatigant, mais voilà, heureusement que t'as la mise en scène, heureusement que Bayona a l'intelligence, parce que ça, pour le coup, c'est intéressant, pour comparer au premier, c'est que le premier, on avait beaucoup plus Chris Pratt et Bryce Dallas Howard que le dinosaure. Là, c'est totalement l'inverse. Là, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ils sont là parce qu'ils doivent être là, mais on s'en fout totalement. C'est vraiment le dinosaure le centre. Donc ça, c'est vraiment sympa. Après, voilà, c'est vide, on s'en fiche. Là où je suis pas d'accord, par contre, tu disais que le 1 était nul, c'est que le 1 avait ce côté, comme pouvait l'avoir le Star Wars par exemple 7, ce côté retour au parc. Il y avait un côté, une attente, il y avait un petit frisson de se dire, ça faisait un moment qu'on n'ait pas vu Jurassic Park, là on y est, on y retourne. Il y avait quelque chose par rapport à ce frisson du retour. On y revient, mais effectivement, si les idées sont effleurées, autant le concept peut être intéressant. Toute cette idée de retour au parc, ça m'avait moi beaucoup excité à la base, mais le problème c'est que c'est fait effectivement de manière effleurée, et en plus c'est indigent en termes. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ouais, il était moins bien, mais il y avait, comme c'était un nouveau, il y avait, entre guillemets, tu suivais quelque chose. Il y avait quelque chose de nouveau à voir, bien ou pas bien. Mais là, c'est juste une suite, donc on se fiche totalement. On se fout totalement de ce que ça raconte, de ce que déjà ça ne raconte rien. Quand ça veut raconter, ça s'arrête tout de suite. En fait, c'est une suite insignifiante. C'est beau, mais on sort de là, on fait ouais, bah écoute, c'est ouais, comme disait Miguel, c'est un blockbuster, ouais, je me suis diverti, mais bon, je vais donner presque en guise de conclusion la parole à Sarah qui nous a rejoint. Salut Sarah, on te fait un grand coucou, on est content de te voir. Sarah Duno, hein, je rappelle. Hello les gars, donc j'arrive à temps pour Jurassic World 2. Elle nous dit Jurassic World mitigé pour ma part, réel au top, noirceur et frisson, donc elle vous rejoint, mais intrigue bordélique qui manque d'imagination et reprend les meilleurs moments des films originaux. Il y a de très belles scènes esthétiquement parlant, et elle me dit Alan va pouvoir parler de Dino Riders en se marrant. Et je me marre. C'est quoi cette histoire Non, Dino Riders, c'est un vieux dessin animé, comme les années 80-90 sont souvent fait animés, où en fait c'était dans un futur, un monde parallèle, où du coup avec des humains qui chevauchaient des dinos, qui servaient de dinos comme transport de tanks, de bêtises comme ça en fait. D'accord. Et oui, en fait, bah tout simplement. Ça spoil pas, hein. Non, ça spoil pas, mais de toute façon, ça se. On l'a pas vu. Ils en font beaucoup, on va dire, le côté, enfin, ça se voit dans l'avance, mais voilà, la relation Chris Pratt, Blue, donc le Raptor, et un poil vraiment too much. Ouais. Ça reste un Raptor, les gens. Enfin, c'est pas un. Alors, je vais pas pouvoir te laisser trop répondre à ça, mais Sarah dit quand même, Alan, ça parle un peu quand même de la protection animale, là où les premiers Jurassic Park voyaient les dinos comme des jouets. Ça fait en 2 minutes. Ouais, c'est ça effleure. C'est 2 minutes. Ça effleure, c'est effleuré, ça. C'est pas bien. Et Daniel nous dit Jurassic Park, les humains sont les stars, dans les Jurassic World, ce sont les dinos. Et je vais devoir passer au film suivant parce qu'on en a beaucoup à voir, mais voilà, Jurassic World, de toute façon, vous irez le voir, donc ne mentez pas. On ira tous le voir, même si le premier, moi, j'ai pas du tout aimé, je sais que j'irai voir le 2. Pour la musique de John Williams, c'est bon. Pour la musique de John Williams, voilà. Troisième film, là je peux pas faire de transition dino, je suis très emmerdé parce que c'est volontaire d'Hélène Filière, il y a absolument aucun rapport avec Jurassic World. Il y a Lambert Wilson. Souvenez-vous des militaires dans le premier Jurassic Park, et bah là il y a des militaires dans Volontaire, voilà, c'est une transition hasardeuse. Hélène Filière c'est une actrice, elle a été actrice notamment dans la série Mafiosa, dans Une histoire d'amour qu'elle a réalisée, et elle fait avec ce film donc elle convoque Diane Rouxel qui est une jeune actrice, et Lambert Wilson, Alex Desca, Hélène Filière elle-même et Josiane Balasco. On va regarder la bande-annonce comme d'hab, pour vous donner une idée un petit peu, et on en reparle. Parce qu'Alan l'a vu. 23 ans, 1m63, 48 kilos. Teasing. Oui. Oui, commandant. Ici, ce sera ton bureau. En face, c'est celui du DDE.
C'est le numéro 2 de l'école, c'est à lui que t'auras affaire. Repos. Le commandant Rivière. Soyez nette, précise, il aime pas quand ça déborde. Valeur et discipline. C'est un mur, ce type. Depuis 2 ans, le stage co est ouvert à toutes les spécialités de la marine. Tu veux t'inscrire? Qu'est-ce que vous cherchez à prouver? Vous voulez jouer au bonhomme, c'est ça? Donnez-moi une chance. Vous allez vous mettre à pleurer. Je pleure jamais. Votre formation initiale commence lundi. Débrouillez-vous pour être la mieux notée. Tenue 22. Ensemble bleu. Jupe ou pantalon? Pantalon. La douleur est dans la tête. Arrache-toi, meuf. Vous êtes solide, semble-t-il. Un problème, lieutenant? Montrez-leur ce que vous avez dans le ventre. Bien pris, commandant. Petite musique qui donne envie de danser. Alors, je vais donner le mot du début à Sarah qui nous dit des transitions. Balasco est un dinosaure du cinéma, non? Sarah, franchement... J'avais dit sur Lambert Wilson, moi. T'avais dit sur Lambert Wilson, mais pendant la pause. C'est trop tard, elle a été plus rapide. Donc, moi j'ai lu, la réalisatrice a voulu explorer la question du pouvoir et montrer comment les femmes peuvent trouver leur place dans un milieu masculin. C'est une très belle idée. Moi j'en ai un peu marre des films qui font des discours d'abord et puis des films derrière. Est-ce qu'il y a un film derrière? Est-ce qu'il y a un film bien qui vaut le coup? Alors, juste déjà pour dire que Diane Roxel est juste merveilleuse, magnifique et que... Voilà quoi. Je sens que t'es sous le charme. Regarde-moi ses yeux. Bref. Et non, mais il y a un truc qui me gêne énormément et qui m'a gêné vraiment pendant tout le film et presque limite énervé. C'est que, alors, il y a 2 discours dans le film. Le problème, c'est que les 2 discours, pour moi, sont totalement contradictoires. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette histoire de... ce n'est pas elle veut, enfin, c'est la femme qui se met du coup dans un milieu d'hommes et qui dit clairement, voilà, il n'y a ni homme ni femme, on est tous des soldats. Enfin, il y a ce côté, effectivement, de dépasser le sexe. Et elle-même, d'ailleurs, essaie justement d'éviter, de se considérer comme une femme. Ça, c'est très bien, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'avec, justement, son supérieur, il y a une espèce de relation très ambiguë, de non-dit. Alors, honnêtement, il y en a beaucoup qui ont envisagé ça comme mentor-élève ou père-fille. C'est beaucoup plus tourné sur autre chose, sachant qu'il y a quand même 2-3 fois son âge. Ouais, il lui dit mets des talons la prochaine. Ouais, non, c'est un petit, non, c'est un petit peu, il y a ce genre de truc. Donc non, c'est très ambigu et en fait du coup on se rend compte que sans que ce soit un spoil, elle fait beaucoup ça pour son regard à lui. Donc elle veut dépasser son statut de femme, mais tout en étant femme pour lui. Et en fait il y a cette double ambiguïté de je veux pas être une femme, mais finalement entre guillemets, je fais ça pour un mec. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce double message que j'ai absolument trouvé détestable. Qui parasite le premier. Qui parasite totalement le premier. Et je trouve ça détestable parce qu'en fait, on se dit, mais en fait, ton premier message qui est totalement faux parce qu'en fait, tu fais genre alors que non, c'est pour autre chose. Enfin, en fait, ça casse tout son film. Ça casse tout son film et on sort de là. Mais j'ai dit, mais en fait, tu m'as baratiné alors que tu voulais juste raconter une histoire d'amour. Ouais, c'est un prétexte finalement, ce truc, et tu mets pas ça en avant le premier élément. C'est extrêmement gênant. C'est extrêmement gênant parce que ce n'est pas. Justement, c'est au contraire, c'est le premier prétexte qui est mis en avant. Mais il est sans cesse parasité par le second prétexte, tout le temps. C'est vrai que c'est assez étrange ce mélange en fait des genres. D'ailleurs, quand on regarde la bande-annonce, on se dit que ça va être un film entièrement axé sur son combat à elle pour se faire accepter en tant qu'à égalité. Finalement, il y a cette histoire qui vient là. C'est surtout qu'en soi, ça aurait pu très bien être vraiment en termes de mentor. Et ça aurait très bien été. Mais le problème, c'est que non, elle pousse vraiment trop du côté relation amoureuse, presque incestueuse, du coup. Et ça parasite tout, ça casse tout le film. En même temps, tu peux pas proposer à Lambert Wilson de faire de la figuration, il faut lui donner quelque chose. Non, mais je veux dire, fallait l'écrire en tant que mentor ou en tant qu'à la limite père de substitution. Là, l'écrire en ambiguïté. Finalement, ça désamorce les deux, quoi. Ça désamorce totalement les deux. Et Daniel, alors, met le point sur quelque chose d'intéressant et il est très cinéphile, Daniel. On n'est pas surpris. Un léger air de déjà-vu avec Jai Jane, je rappelle, qui s'appelle Armes Égales. J'y ai pensé, mais pas du tout, parce que du coup, Armes Égales avait un côté très
demi-mot était très je suis un homme. Enfin, elle avait pas ce côté femme justement. Diane Ruxel qui ne veut pas être une femme, justement avec ce double message, essaye quand même vraiment. C'est pas une femme qui veut devenir homme. C'est elle veut vraiment ce côté. Il y a ni homme ni femme, mais qui est parasité par le. Alors je sais pas si c'est le cas, mais il y a Sarah qui dit Alan est toujours en train de spoiler comme d'hab. Non. Je pense pas que ce soit un spoil. Franchement, ça se voit dans la bande-annonce. Et puis tu nous as pas dit ce qui se passe à la fin, même si elle nous dit Alan, elle meurt à la fin ou pas. Surtout, tu ne réponds pas à cette question. On veut pas savoir. Et le prédateur qui arrive et qui règle tout. Et j'ai Daniel qui propose un nouveau titre, c'est 50 Shades of Jay Jane. Ça, c'est bien, oui, effectivement. Pas mal. Je valide totalement. Je vais changer le titre de ma critique. Bon, bah écoute, en tout cas, voilà. Vous irez peut-être le voir. Encore une fois, je relance, mais #CityWatch, dites-nous ce que vous en avez pensé. Moi, c'est pas celui qui m'a donné le plus envie déjà de base, mais alors là, tu m'as pas donné plus envie que ça. Bah, il y a Daniel Ruxel, il y a Diane Ruxel. Daniel. Déjà, ça y est, c'est. Daniel, tu me rends confus. Je vais passer au film suivant parce que le temps file et que Michael a vu ce film-là, il va pouvoir nous en parler. C'est Football Infini de Corneliu Porumboiu. Pardon, désolé. C'est super dur à dire. Hein. Je te mets au défi de le dire correctement. Non, mais je te laisse dans ta galère. C'est un réalisateur roumain. Il avait fait Le Trésor et Midi 08 à l'est de Bucarest. On va pouvoir regarder la bande-annonce. C'est un documentaire. Elle est assez courte. Et puis tu nous en parles après. Tu nous dis ce que ça vaut. Vom face un meci. Après, c'est Adi Lamar. Puțin schimbate. M-auziți toți, da? Deci se joacă exact la fel ca la fotbal în sală. Superman, Spider-Man au niște vieți duble, dar eu, în viața mea dublă, revoluționez sportul. Eu urmăream o filozofie foarte clară de joc, aceea de a lăsa mingea cât mai liberă. Împart cele două echipe de jucători în două subechipe. Acum, tot terenul de fotbal, practic, a fost împărțit în... Uite, de exemplu, se joacă aici și în partea cealaltă nu se joacă de vreo 20 de minute. Tu revii la niște reguli care n-au funcționat, practic, erau, dacă au fost încercate. N-au fost așa. Nu să fie de acord. Nici ăștia de la FIFA, cred că nu o să fie de acord. Nici la Federația Română de Fotbal la noi, dacă veniți cu asta, părerea mea. Și atunci, eu mi-am dat seama că oricând pot fi găsite un cadru general în care lumea să fie mai puțin violentă, lumea să trăiască în mai mare armonie, este posibil. Am zis, ăsta este fotbal 2.0, las loc liber pentru fotbal 2.1 sau pentru chiar fotbal 2.9. Fotbal infinit. Alors, c'est un documentaire. Absolument, c'est un documentaire. Qu'est-ce que ça vaut? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il y a plusieurs choses dans ce film. Et puis, ce que j'aime particulièrement dans les films en général, c'est qu'on ressent des choses. Il se passe des choses. Alors, au départ, on a plutôt l'impression, quand on voit le personnage, qu'il est un peu farfelu. On se dit, ouais, il va révolutionner les règles du football. Ça prête un peu à rire. Et puis, au fur et à mesure, il y a des choses qui ressortent de ça. Ouais. Et le propos devient vraiment profond. Alors, je ne veux pas trop spoiler, mais c'est un haut fonctionnaire roumain, et petit à petit, il parle de l'Europe, et là, on a un autre regard. D'accord, il y a quelque chose qui ouvre sur un champ qui n'est pas celui restreint. Absolument, ouais. Et du coup, moi, personnellement, je suis sorti moins bête dans la salle de ciné, ce qui est déjà une très bonne chose. Ce qui n'arrive pas avec tous les films. Absolument. Et puis voilà, la patte du réalisateur, il y a un vrai regard. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a posé sa caméra, qu'il était allé chercher les moments qui voulaient dire quelque chose, où il se passait quelque chose. Et c'est vraiment le cas dans le film. Il y a des moments, je me dis, ouais, c'est fort, quoi. C'est fort, il y a quelque chose, quoi. Et donc, il y a une mise en scène, il y a un regard, il y a une patte. On est surpris. D'accord. Donc, très bon documentaire, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé, quoi. Et tu le conseilles, c'est pas difficile d'accès finalement, en fait, pas spécialement. Et c'est pas limité au sport, comme tu le dis, justement. Non, justement, pas, par rapport à ça, pas du tout. Moi, je pensais, justement, je me suis dit, un film sur le football, je vais aller voir. En fait, non, ça parle assez peu de football, ça parle d'un homme qui veut révolutionner les règles du football. Mais vraiment, c'est pas un film sur le sport, quoi. C'est vraiment moi j'appellerais ça un film d'auteur. C'est vraiment Ah oui, puisque effectivement il y a son regard à lui. Il y a son regard, et puis
Non, ouais, il y a vraiment un point de vue, c'est intéressant. Puis en plus, c'est un point de vue que nous, Français, on ne connaît pas forcément. Voilà, ça parle d'un petit pays, d'Europe, qui n'ont pas forcément le même regard que nous, qui n'ont pas forcément les mêmes interrogations, les mêmes attentes. Et donc, ça fait poser des questions. Et en plus, c'est là que le réalisateur a été fort. C'est que c'est le lien avec ce que le personnage veut faire, révolutionner les règles. C'est le lien qu'il a avec une envie de liberté, en fin de compte. Et ça, je trouvais que c'était très fort de la part du réalisateur, quoi. Ouais, ça donne envie, et en plus, alors ça fait pas écho, mais c'est le deuxième choix que tu as eu, toi, cette semaine, c'est Eddie Lamar, From Ecstasy to Wi-Fi, et c'est aussi un documentaire. Absolument, très différent. C'est un premier, alors là, en revanche, j'ai pas de référence, hein, c'est Alexandra Dean qui l'a fait, mais c'est un premier film, enfin c'est un premier documentaire. Est-ce que tu peux aussi nous en parler un peu? On va mettre la bande-annonce en fond pour que vous ayez une image, mais effectivement, ça parle de Eddie Lamar, qu'on connaît pas forcément d'ailleurs, nous, mais qui est en fait a été très très connu dans le milieu hollywoodien, dans le milieu de l'intelligentsia, et qui était en fait sulfureuse d'un côté et scientifique de génie de l'autre, puisqu'on lui doit la Wi-Fi, c'est ça? Absolument. Mais c'était pas ce qui était connu d'elle à l'époque. D'accord. Et la force de ce film-là, c'est le postulat de départ. C'est-à-dire que on a tous. Alors moi, effectivement, Eddie Lamar, je la connaissais pas. Mais quand j'ai vu la photo, ouais, ça me disait quelque chose. Hein. Tous en souvenir, ces stars le visage. Du noir et blanc, voilà. On a les Louis Brooks, Ed Byrne, Dietrich. Et là, ça raconte ce qu'il y a derrière cette image de l'amour. Parce qu'effectivement, on parle de la scientifique, mais elle, à Hollywood, elle n'était pas du tout considérée comme telle. Elle était prise pour sa beauté physique, parce que c'était une bimbo. Mais elle a fait effectivement une sacrée invention. Et le film prend bien en compte, j'imagine, le fait qu'à l'époque, c'était aussi vrai pour beaucoup de femmes. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas acceptées en dépit de leur force. C'est-à-dire qu'elle, en plus, elle était un peu en avance sur son temps par rapport au féminisme. C'est-à-dire qu'elle a choqué par le fait qu'elle voulait assumer sa sexualité de femme. Elle était beaucoup mariée, mais c'est elle qui choisissait. Et le film montre bien que c'est elle qui choisit, qu'elle ne se laisse pas guider comme femme potiche, etc. Et effectivement, elle est en avance sur son temps, quoi. Et le personnage, du coup, est extrêmement intéressant. Et il y a un côté tragique aussi. Parce que son histoire à elle l'est, parce que elle prend en compte une époque qui peut l'être. Son histoire l'est, et en même temps, elle n'a pas été reconnue pour ce qu'elle était vraiment. C'est qu'en fin de compte, la photo... Alors qu'elle aurait aimé. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a toujours cherché. Et la photo, en fin de compte, elle dit pas toute la vérité, en fin de compte, quoi. C'est fort, ça. Ouais, c'est ça qui est fort. Une belle image, une vraie beauté. Mais derrière, il y avait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et elle s'est un peu battue contre ça. Et... ça a été certainement difficile, quoi. Mais je te remercie pour ce choix, parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup donné envie, dans le flow des sorties, je serais passé à côté, tu vois. Non, alors que ça a l'air assez fort, et puis c'était sélectionné au Tribeca Festival, je vois ça sur l'affiche. C'est quand même un très beau festival. Donc voilà, allez voir Eddie Lamar, en tout cas, si vous êtes un peu cinéphile, j'ai l'impression que c'est quand même un minimum destiné à nous. Alan, je te laisse fermer avec un film dont tu avais envie de parler, qui n'est pas une sortie cinéma, c'est une sortie VOD. Alors peut-être... si je vais te laisser en parler, je donnerai les sorties aussi de la semaine dont on n'a pas eu le temps de parler parce qu'on les a pas vues. Tu veux pas faire l'inverse plutôt? On pourrait, mais j'aime bien faire un écart pour que tu aies le temps d'en parler surtout. Chasseuse de géants, on a la bande-annonce, alors l'affiche c'est celle-ci, et c'est adapté d'un best-seller en fait, encore une fois, donc c'est un comics, c'est exact, c'est un comics, tu as raison. C'est un premier film d'Anders Walter, avec Zoé Saldana, Imogen Poots et la jeune Madison Wolfe. Ça vaut quoi? Parce que forcément on pense, vu l'histoire. Tu vas peut-être nous raconter un peu. Je te laisse. En fait, c'est l'histoire sûrement d'une gamine qui chasse des géants, enfin qui empêche du coup les géants de détruire un peu sa ville. Sauf que personne ne la croit en fait. Tout le monde la prend pour une fille bizarre. Sachant que sa sœur a des problèmes, donc t'as une psy qui essaye aussi de savoir un peu le problème.
Et alors ça fait, voilà, c'est extrêmement proche du quelques minutes après minuit. Voilà, c'est forcément ça dont j'avais fait référence, encore une fois. Mais j'ai envie de dire oui, tout à fait. Alors le réalisateur, c'est son premier film, il n'a pas le talent de Bayona, mais l'histoire a la même force, sachant qu'en plus, pour remettre les choses dans ce contexte, le comics est sorti bien avant quelques minutes après minuit, et la production de ce film a commencé bien avant quelques minutes après minuit. Après quelques minutes après minuit était lui-même l'adaptation d'un roman. C'est ça, enfin donc... Et moi honnêtement, enfin, les similarités entre les deux, j'ai envie de dire c'est leur force, c'est-à-dire que pour ceux qui ont vu quelques minutes après minuit, parce que je veux vraiment pas spoiler le principe de ce film, parce que pour moi c'est vraiment des films à voir, parce que ça parle à tout le monde, aux jeunes, aux vieux. Ce sont des films, ce que je vais appeler des films, malgré leurs défauts, des films nécessaires. C'est-à-dire que c'est des films qui parlent d'un sujet qui est pas facile, et d'une très belle façon. D'ailleurs Madison Wolfe, la jeune fille, est extraordinaire dans le film. Voilà, donc moi c'est des films vraiment. Le seul problème, voilà, c'est qu'on peut se dire, est-ce que je le montre à mes enfants? Est-ce que moi je dirais oui parce que ça se montre. Ça se montre. C'est des films nécessaires. Peut-être plus facilement aussi, ça se montre. Alors je vois les petits teasers pour ceux pour citer les films actu et bandes annonces cinéma. Merci à vous. Des fois vous nous aidez quand les distributeurs mettent pas toujours les bandes annonces en avant. Tu conseilles les deux ou tu conseilles celui-ci plutôt que l'autre? Parce que quelques minutes après minuit, c'est un film qui peut être un peu difficile. Je conseille vraiment les deux. Les deux sont difficiles. Honnêtement, les deux sont difficiles, mais pour moi les deux sont à voir. En même temps, c'est des sujets qui peuvent pas être traités malheureusement. C'est vraiment compliqué de les traiter. Et s'il fallait les traiter, ce sont deux manières très bonnes de le faire. Et celui-là fait peut-être quand même un peu moins peur que quelques minutes après minuit, qui insistait vraiment sur le côté très effrayant de la chose. Là, on a vraiment... là, c'est plus le côté super-héroïne. Enfin, on n'a pas de pouvoir, hein, mais je dirais, c'est vraiment elle contre... Enfin, c'est Buffy chasseuse de vampires, voilà. On voit pas trop les géants, c'est plutôt elle comment elle se bat. Donc, rien que dans le délire, voilà, c'est vraiment à voir. Et c'est des films que je pense, même si on a un peu peur que ça peut être que nos enfants le regardent, bon, après évidemment sous un certain âge évidemment on peut pas, mais allez pour à partir de 9-10 ans 11 ans c'est... Malheureusement faut que je termine, en tout cas du coup c'est à voir quel que soit l'âge. Oui, tout à fait. Et moi ça m'a quand même donné envie malgré tout quand on aime quelques minutes après minuit. Je termine avec les films de la semaine qu'on n'a pas vu. Le Book Club de Bill Oderman, un film pour les gens qui aiment les gens vieux et qui sont vieux. 3 visages de Jafar Panahi qui était sélectionné à un festival de Cannes. C'est un docu-drama de Jafar Panahi, tout est dit. La légende de Florian Essic, qui est un drama un peu spécial, un peu bizarre autour du basket, et Una Question Privata des frères Taviani. Et puis j'ai pas cité aussi de Cake de Cake Maker, voilà. Que j'avais envie de voir. Voilà, je remercie Sarah et Daniel, et puis tous ceux qui ont regardé. Pour avoir été là derrière le post à soit commenter soit à voir. Je remercie Alan, je remercie Mickaël, merci à tous les deux, merci à Benjamin pour la technique. Et puis on va continuer d'aller voir nous des films cette semaine, et puis vous allez continuer aussi d'aller en voir, à nous en parler, et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles sorties comme d'hab.